Comme je disais, je suis contente d'être avec vous tous aujourd'hui. Je vois qu'il y a quand même une bonne participation, donc c'est super. Aujourd'hui, on va parler surtout de la vulgarisation scientifique, donc c'est le fun de voir que ça suscite l'intérêt, puis qu'on va peut-être pouvoir sensibiliser quelques personnes à l'importance de la vulgarisation scientifique. Donc, le titre de la présentation, c'est « Ouvrir le dialogue par la formation, l'information et l'interaction ». Je vais vous donner davantage de détails sur ce titre par la suite. Donc, voilà, ça commence bien, hein? Ah, voilà. Donc, moi, je suis Josiane Avoine-Blondin. J'ai fait un doctorat en psychologie à l'Université de Sherbrooke et dans le cadre de ma thèse et de mon postdoctorat que j'ai poursuivi en affiliation avec l'Université de Montréal au Centre de psycho-oncologie à Sainte-Justine, j'ai travaillé sur la qualité de vie des enfants en contexte de soins palliatifs et de cancer avancé. Et donc, je me suis impliquée au sein du réseau comme membre du comité étudiant. J'ai été responsable du comité, puis je me suis impliquée aussi à titre de représentante dans le comité scientifique. Et donc, vu mon intérêt pour la recherche, mais aussi pour m'impliquer dans les différents comités et pour la relève aussi, j'ai décidé de poursuivre au sein du RQSPAL à titre de chercheuse associée et de m'impliquer dans un projet qui s'appelle justement « Ouvrir le dialogue par l'information, la formation et l'interaction ». Et donc, je travaille en collaboration avec tous les gens que vous voyez ici, qui sont les membres du comité étudiant du RQSPAL. Donc, on travaille conjointement à l'élaboration et la mise en place de ce projet-là, qui est un projet de vulgarisation scientifique. Il y a deux noms pour lesquels il n'y a pas de photo. Il s'agit de Marianne Couillard-Larocque et de Alexis Mercier, qui ne sont pas des étudiants dans le comité étudiant, mais qui sont des membres étudiants du réseau et qui ont entendu parler du projet et qui souhaitaient se joindre à nous. Donc, j'en profite pour continuer à faire un peu de publicité. Là, si le projet vous intéresse au terme de la présentation, n'hésitez pas à communiquer. Il y a l'adresse courriel du comité étudiant à la fin pour manifester votre intérêt. On a toujours besoin de gens pour pouvoir participer, s'impliquer pour mener à bien ce projet-là. Alors, pourquoi on crée un projet qui vise la vulgarisation scientifique en soins palliatifs? Là, excusez-moi, je vais juste, parce que dans mon écran, ça cache. OK, comme ça, je devrais être correct. Donc, l'amélioration des soins et des services, ça repose sur un engagement à partager les savoirs et à transmettre les connaissances selon l'INSPQ. Et puis, quand on regarde plus spécifiquement là, dans le contexte des soins palliatifs, il y a un plan de développement qui a été mis en place dans le but d'améliorer, entre autres, justement, la qualité de vie, puis qui vise justement à promouvoir 9 priorités. Puis, parmi les priorités qui sont établies, il y a la diffusion et le transfert des connaissances auprès de la population générale. Donc, nous, c'est cette priorité-là qu'on cible en tant que réseau, entre autres, c'est-à-dire que le réseau peut cibler d'autres priorités, mais dans le cadre de ce projet-là, nous, on s'est intéressé à cette priorité-là. Puis, de cette façon-là, le mandat du RQSPAL et du comité étudiant vise à pouvoir justement diffuser les connaissances associées aux recherches qui sont réalisées par les différents membres chercheurs du réseau dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie. Donc, à titre de chercheuse associée, puis en collaboration avec le comité étudiant, on s'est établi des objectifs suivants. Donc, on veut favoriser l'accès à la population générale en ce qui a trait à l'information qui est liée aux soins palliatifs et fin de vie. Puis c'est bien important, on ne parle pas juste de l'information clinique, mais vraiment de l'information qui est basée sur les résultats de recherche qui sont issus de vos recherches en tant que membre chercheur du RQSPAL. Et donc, par la favorisation de cet accès-là, on veut viser à améliorer les connaissances de la population générale à ce sujet-là. Et dans l'autre mandat qu'on a un peu avec le comité étudiant, c'est de favoriser le lien entre les chercheurs puis la relève, puis d'offrir un milieu d'encadrement qui est stimulant. Donc, on trouvait que par la mise en place d'un tel projet, vous allez voir comment il est un peu détaillé, comment il s'articule, on va essayer de favoriser ce lien-là entre les chercheurs puis la relève. Puis de façon générale, en travaillant tous en collaboration puis en équipe, on crée un milieu d'apprentissage qui est encadrant et stimulant. Donc, le projet, comment qu'on va le mettre en place? En fait, il se divise en 3 volets. Donc, il y a le volet formation, information
et interaction. Et à notre avis, c'est par la mise en place de ces 3 volets-là, la congruence des objectifs associés, qu'on va arriver à nos objectifs. Donc, on va essayer de rendre heureux le public en les informant davantage sur les soins palliatifs et fin de vie pour répondre à certains de leurs questionnements, on le souhaite, puis rendre heureux les chercheurs pour que leurs résultats puissent bien être utilisés sur le terrain. Donc, plus précisément, par la formation, on vise justement à sensibiliser les membres du RQSPAL à l'importance de la vulgarisation scientifique. Donc, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, j'ai dit présentation d'un webinaire. Bien, aujourd'hui, l'atelier, sans vous donner une formation exhaustive sur la vulgarisation scientifique, elle vise à pouvoir vous sensibiliser sur le sujet, puis peut-être susciter votre intérêt à l'utiliser parce que vous allez pouvoir en voir les bénéfices auprès de la population ou des publics cibles que vous visez. Donc, pour préparer cette présentation-là, on a fait une recherche documentaire et puis sur le sujet de la vulgarisation scientifique. Et puis, par la suite, au cours du projet, dans les étapes subséquentes, dans la création de contenu, dans l'interaction avec le public cible, il va y avoir du mentorat. Donc, l'équipe qui a été mise en place pour travailler sur la composante vulgarisation scientifique va faire du mentorat auprès des autres membres de l'équipe et des chercheurs qui vont s'impliquer au sein du projet. Au niveau de l'information, en fait, le volet information, ça sert à diffuser les connaissances auprès de notre public cible. Donc, on va créer du contenu scientifique vulgarisé à partir de vos résultats de recherche, les membres du RQSPAL, et puis on va prendre vos connaissances qui sont issues de vos recherches, puis on va aussi aller sonder c'est quoi les besoins de la population cible. Donc, la population générale, c'est quoi leurs besoins en termes de connaissances qu'ils veulent avoir au niveau des soins palliatifs et fin de vie. Et donc, par la suite, on va pouvoir justement créer du contenu via des profils, via des capsules vidéo et diffuser le contenu sur différentes plateformes, comme vous pouvez voir ici là, au niveau de Facebook, Twitter, YouTube, qui sont déjà des plateformes que le RQSPAL utilise et met de l'avant, ainsi que par l'infolette et le site du RQSPAL. Et finalement, l'interaction qui est bien importante, elle va se manifester au niveau de l'interaction entre les membres étudiants et chercheurs. Comme que je vous dis, on va essayer de favoriser ce lien-là pour que tous travaillent en équipe pour créer le contenu de l'étape précédente. Donc, dans les capsules vidéo, par exemple, on a déjà une équipe d'étudiants qui travaillent à la réflexion, mais qui vont retourner vers le public pour sonder leurs besoins, mais qui vont aussi demander aux chercheurs de s'impliquer pour pouvoir bien traduire c'est quoi les résultats de leur étude. Et comme je vous dis, avec la population générale, bien, ça va être via le sondage, mais aussi via un forum. Donc, au départ, quand on a créé le projet, on souhaitait faire des conférences. Bien sûr, avec la COVID, ça a été mis de côté. Ce n'est pas éliminé complètement. On verra ultérieurement. Mais pour le moment, on va se concentrer à établir des forums. Donc, une fois que les capsules vidéo ont été publiées, on va s'assurer de mettre un espace de forum pour pouvoir répondre aux questions du public par rapport à la capsule vidéo qui va avoir été diffusée. Donc, en gros, c'est le projet qu'on mène. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on se concentre sur la section « Ouvrir le dialogue par la formation ». Donc, en effet, le but, c'est de vous sensibiliser à la vulgarisation scientifique via un atelier. Et donc, les membres qui ont travaillé à l'élaboration de cet atelier-là sont moi, Alexandra, qui est présente, et Liane, je n'ai pas vu là, si tu étais présente ou pas, mais donc Liane Robichaud, qui sont des membres étudiantes du RQSPAL et qui sont présentement aux études doctorales en cours. Donc, c'est moi qui présente, mais on a travaillé sur la présentation tous ensemble. Alors, qu'est-ce que la vulgarisation scientifique? C'est sûr qu'on peut arriver avec plusieurs thèmes. Souvent, on va se dire, ben, c'est de résumer mon projet de recherche pour que le public puisse le comprendre. Mais là, encore là, il y a plusieurs questions. Ben, quel public, de quelle façon, etc. Donc, on va essayer de démystifier ça un peu aujourd'hui. Bien sûr, la vulgarisation scientifique, dans les faits, quand on regarde sur le plan plus théorique, c'est qu'elle vise à atteindre un public général et à lui transférer des connaissances donc qui sont davantage scientifiques, mais donc elle réfère à un processus qui est dynamique, qui englobe des activités de production, d'adaptation, de diffusion, d'appropriation des connaissances, afin que justement les informations qui leur sont destinées puissent être utilisées, donc avoir un réel impact auprès des utilisateurs. Bon, c'est des grandes phrases, puis justement, à un moment donné, on se dit, OK, mais qu'est-ce que ça dit tout, puis ça veut rien dire. Donc, de façon plus précise, en fait, la vulgarisation scientifique,
ça vise à transmettre des informations scientifiques et que ces informations-là soient à la portée de tous. Et donc, quand on dit à la portée de tous, mais ça ne veut pas dire que les informations doivent manquer de rigueur. Donc, c'est bien important de conserver la rigueur associée à nos études, dans le sens où ça va reposer sur des données qui vont avoir été menées via des études rigoureuses. Toutefois, l'effort qu'on va faire, c'est qu'on va les présenter de façon intéressante et claire pour pouvoir justement sensibiliser le public à nos résultats, les informer davantage, améliorer leur compréhension. On veut de façon plus globale augmenter la culture scientifique au sein de la population, puis on aimerait ultimement pouvoir améliorer les pratiques. Et donc, quand on utilise la vulgarisation scientifique, avec les moyens que je vais vous dire tantôt, bien, ça permet justement de faciliter l'utilisation pour qu'au bout du compte, en ayant partagé ces savoirs-là, puis qu'ils soient bien compris, reçus, ils puissent être mis en place pour améliorer les pratiques. Donc, depuis quelques années, il y a vraiment un effort auprès des chercheurs à transmettre, bien, je dis ça a toujours à la base quand on fait des études, de la recherche, on veut transmettre nos connaissances. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que même si les chercheurs essaient de transmettre leurs connaissances, il existe un pont entre les chercheurs puis la population générale, où est-ce que souvent la population générale va rester avec plusieurs questionnements. Bien sûr, il n'est pas nécessairement dans leur réflexe de se rendre sur des bases de données pour aller lire des articles scientifiques dans lesquels il n'y aura pas de vulgarisation des termes, puis qu'il y aura tous les détails de la méthodologie qui, pour eux, est peut-être un peu moins intéressante, c'est davantage les résultats qui les intéressent. Et donc, il y a un certain écart qui est méconnu. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut diminuer cet écart-là? Bien, en fait, l'idéal, c'est d'ouvrir le dialogue. Donc, on veut que le dialogue soit ouvert de part et d'autre, où est-ce que les chercheurs vont impliquer la population dans leur recherche. Ce n'est pas simplement ouvrir le dialogue et leur transmettre de façon vulgarisée les résultats de l'étude au terme de l'étude, mais bien de les impliquer dès le départ pour pouvoir saisir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qui les concerne et comment je peux en considérer le tout quand j'ai la base de mon plan de recherche et faire des allers-retours avec eux afin de vraiment se sentir impliqués et de répondre à leurs besoins pour finalement, en effet, leur transmettre les informations. Puis, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir justement créer le pont entre les deux et faciliter ce transfert-là des connaissances. Donc, un point qui est vraiment important à retenir quand on regarde l'ensemble de ce processus-là, c'est le fait que c'est un processus qui est dynamique. Donc, retenir le fait qu'on doit impliquer dès le départ et tout au long aller chercher un peu leur questionnement, leur approbation, leur validation. Alors, je reviens à qu'est-ce qui explique l'écart. Pourquoi on a un écart qui se maintient malgré la bonne volonté des chercheurs de vouloir le transmettre? Parce que notre but, on veut que ce soit utilisé, nos résultats. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons, mais il y a un auteur qui s'est attardé à 5 idées fausses qui sont entretenues et qui peuvent maintenir justement cet écart-là et puis rendre les chercheurs un peu plus réticents à utiliser la vulgarisation scientifique. Donc, le premier point, c'est le public s'intéresse de moins en moins aux sciences. Donc, c'est un mythe. C'est sûr que quand on va questionner le public sur certains aspects plus scientifiques, parfois on va faire face à des réponses qui sont erronées, puis on va se dire, ben voyons, leur niveau de connaissance n'est pas bon, ça ne doit pas les intéresser. Mais en fait, lorsqu'on les questionne, qu'on les sonde, ils montrent un intérêt, ils montrent une capacité positive à voir les chercheurs, ils veulent en savoir plus, mais ce qu'ils vont mettre de l'avant, c'est que c'est difficilement compréhensible parfois. Ensuite, l'autre point, c'est dans un débat grand public, il suffit de montrer les preuves scientifiques pour convaincre. Donc là, ce que ça voudrait dire, c'est bien, une fois que j'ai fait mon étude, elle est rigoureuse, j'ai simplement à montrer les arguments, puis le fait que mon étude est basée sur une méthodologie rigoureuse, puis c'est suffisant pour que le public cible puisse prendre en compte mes résultats puis les utiliser. Donc non, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir justement les impliquer pour qu'ils se sentent concernés. Ça va favoriser justement l'utilisation des connaissances. Par la suite, certains sujets sont trop compliqués pour être vulgarisés. Bien, en fait, trop compliqués, parfois, c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent nous paraître plus compliqués que d'autres.
Toutefois, on remarque qu'il y a des initiatives comme par exemple l'émission Découverte qui existe depuis plusieurs années, qui va démystifier plusieurs sujets sur un large spectre et qui va pouvoir arriver à atteindre le public pour les intéresser. Donc, c'est vraiment dans la façon qu'on va présenter, puis les termes qu'on va utiliser, puis de quelle façon on va susciter l'intérêt qui va faire en sorte qu'on va pouvoir bien atteindre le public. Certains sujets seront toujours plus vendeurs parce qu'ils font rêver. Bien, en fait, non. C'est un peu dans le même sens que le point précédent, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la façon qu'on va pouvoir mettre en évidence puis rendre attrayants nos résultats qu'on va pouvoir justement les susciter l'intérêt. C'est sûr que il y a des laboratoires de recherche qui vont avoir déjà mis plus d'accent sur la vulgarisation scientifique, puis on a l'impression que pour eux, c'est plus facile. Donc, il faut comprendre que quand on commence à appliquer la vulgarisation scientifique, bien, c'est un processus. On apprend dans ce processus-là et plus on va le faire, bien, ça va susciter l'intérêt davantage. Donc, c'est sûr qu'il faut le voir sur un certain temps, l'établissement de l'intérêt du public là, à l'égard de nos résultats lorsqu'on commence à les vulgariser. Et donc, le dernier point, pas besoin que les chercheurs vulgarisent, laissons cela aux professionnels. C'est toujours intéressant d'aller chercher l'aide, les ressources externes qui sont spécialisées en vulgarisation scientifique. Toutefois, il ne faut pas négliger l'importance de la présence du chercheur. C'est lui qui a été sur le terrain, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui peut apporter le côté humain associé à la recherche parce que, justement, il peut donner des exemples concrets que l'intermédiaire qui est en vulgarisation scientifique n'a pas. Donc, on souhaite qu'il y ait un travail de collaboration qui soit fait là, pour faciliter justement ce travail. Et donc, il y a des avantages à la vulgarisation scientifique. Donc, comme premier avantage, en fait, bien, on souhaite pouvoir redonner au public. Hein. C'est sûr que notamment par les différentes subventions qu'on peut obtenir, par les différentes, tu sais, quand je dis public, c'est à vous dire, là, c'est large le public, là. C'est pas seulement la population générale. Donc, en fait, bien, c'est sûr que c'est important de pouvoir justement retransmettre qu'il se soit accessible pour qu'ils puissent bénéficier des résultats dans lesquels ils ont pu contribuer là, via notamment les subventions. Mais aussi, on est parti de certains questionnements qu'il y avait sur le terrain. Par exemple, divers intervenants dans un milieu clinique vont se poser des questions puis vont noter qu'il y a une problématique à régler et donc on va réaliser un projet de recherche qui vise à répondre à ce questionnement-là. Bien, c'est sûr qu'eux, ils vont probablement s'investir dans le projet de recherche puis c'est important de pouvoir leur redonner les résultats dans lesquels ils ont pu s'investir. Au niveau de la réflexion critique, en fait, bien, c'est justement en rendant les informations plus accessibles, on va aider le public à pouvoir se poser des questions sur justement la validité de différents résultats, de différentes études et montrer c'est quoi justement une recherche qui est rigoureuse, mais leur présenter de façon accessible. Ensuite, la progression de ses propres recherches, bien justement, si dans notre processus de vulgarisation scientifique, de transfert des connaissances, on implique la population cible dès le départ, bien c'est sûr que nous, en tant que chercheurs, ça va nous faire grandir parce qu'on va apprendre beaucoup. Hein, on va être au-delà d'être ancré dans la théorie et dans les écrits qui sont existants, mais on va pouvoir vraiment saisir le pouls sur le terrain. Et puis, bien, on peut aussi comprendre que plus nos résultats vont être accessibles et utilisés, bien, plus on va pouvoir justement avancer puis développer davantage notre recherche, puis qu'elle soit mise en pratique sur le terrain. Donc, il y a une belle progression à laquelle on peut s'attendre. Et le dernier point, intéresser la relève, bien, c'est sûr que la relève qui commence en recherche, ils vont chercher à comprendre c'est quoi la recherche. Et puis, vu qu'ils ne baignent pas déjà dedans, mais il y a plusieurs concepts souvent qui sont abstraits, qui sont complexes. Et donc, la vulgarisation scientifique va permettre justement de leur donner une base d'accessibilité à cette information-là qui va pouvoir justement les aider à cibler c'est quoi les thématiques qui les intéressent et donc aller pouvoir se concentrer, aller parler avec les chercheurs via des thématiques et des termes accessibles pour ensuite s'investir dans cette voie-là et poursuivre. Donc, maintenant, on comprend que c'est important la vulgarisation scientifique, mais comment qu'on l'applique, cette vulgarisation scientifique?
Donc, la planification, c'est un incontournable. Et donc, on va commencer d'abord par identifier c'est quoi les connaissances que je veux transmettre. Et donc, est-ce que je veux transmettre mes connaissances de façon plus étendue ou je veux les transmettre à un public cible qui est plus précis? Donc, tantôt, je vous parlais des intervenants. Bien, par exemple, que je travaille dans un milieu hospitalier et puis que je veux vraiment viser avec mes résultats de recherche l'utilisation de mes résultats auprès de l'équipe soignante, puis même l'équipe soignante infirmière, bien, c'est sûr qu'il faut que je l'identifie que c'est les infirmières et non la population générale, parce qu'on va pouvoir justement utiliser des termes qui sont différents avec les infirmières. On va utiliser des termes qui correspondent davantage à leur lexique, qui ne seraient peut-être pas nécessairement compris par la population générale. Donc, c'est vraiment important à la base de pouvoir identifier c'est quoi les connaissances que je veux transmettre et c'est qui le public que je cible. Il faut définir un objectif, idéalement qui est opérationnel. Donc, probablement que vous connaissez l'acronyme SMART, qui en fait est détaillé en étant un objectif qui est spécifique. Donc, justement, il va être adapté à mon public, à la situation problématique à laquelle je me suis basée pour développer mon projet de recherche. Puis, il va être assez précis et clair là, pour pouvoir être accessible. On veut un objectif qui est mesurable. Donc, quand on prévoit un projet comme nous, on est en train de prévoir en lien avec la vulgarisation scientifique, c'est important d'avoir un échéancier et de pouvoir justement quantifier c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi nos résultats. Vous allez voir tantôt dans une des étapes, c'est d'évaluer le transfert des connaissances. Donc, c'est vraiment important qu'on ait des critères et des points de repère qui vont nous permettre de cibler est-ce qu'à chaque étape, on atteint nos objectifs. Ensuite, est-ce que c'est atteignable? Donc, en fonction justement de nos ressources qu'on a en termes, entre autres, de réseau, en termes de budget, mais aussi en fonction du public cible. Donc, il faut s'assurer qu'on est au bon niveau. Donc, si on cible les enfants versus les adultes, bien justement, il va falloir s'assurer qu'on met des objectifs qui sont adaptés à cette population-là. Et réaliste, en fait, bien, ça vient un peu avec justement la notion que je parlais, ça va un peu avec le atteignable, là, mais on veut que les ressources, ne pas dépasser nos ressources, puis tenir compte là, du réalisme de notre projet. Souvent, on s'emballe, mais vaut mieux commencer avec des petits objectifs, puis ajuster des objectifs par la suite, en ajouter, aller chercher d'autres collaborations pour ajouter pour assurer le réalisme du projet. Et puis, temporellement défini, bien, en effet, il faut déterminer c'est quoi nos objectifs dans le temps. Donc, dans notre projet actuellement, c'est une des choses qu'on fait en ayant 3 volets. Ça nous permet de bien déterminer des objectifs spécifiques et puis de mettre des délais atteignables. Donc là, on s'est concentré sur le développement de l'atelier de vulgarisation scientifique. On avait la présentation aujourd'hui, puis ensuite, on va pouvoir passer à d'autres étapes qu'on a définies dans le temps. Donc, par la suite, je le répète depuis le début, puis je pense que je vais vous le répéter jusqu'à la fin de la présentation, mais il faut impliquer les parties prenantes. Donc, il faut impliquer justement dès le départ la population ciblée pour essayer vraiment de s'assurer qu'on va répondre, entre autres, à leurs besoins. C'est pas juste non plus dans l'élaboration de la recherche, mais dans la façon de vouloir vulgariser aussi. Dans notre projet, nous, on va impliquer par le sondage la population, oui, mais on va aussi travailler en collaboration avec les proches aidants partenaires du réseau pour avoir leur avis justement à chaque étape. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va créer, par exemple, un profil de chercheur, puis qu'on veut s'assurer qu'il soit bien vulgarisé, puis on va demander leur avis sur ce serait quoi qui serait pertinent dans la création de ce profil-là, mais aussi leur présenter une première ébauche, demander leur avis, retravailler et donc les inclure là, dans ce travail de collaboration-là. On va combiner différents moyens. Donc, c'est important parce que dans la vulgarisation scientifique, on vise justement à transférer des connaissances. Est-ce qu'il y a un certain apprentissage qui soit fait? C'est pas tous qui apprennent de la même façon. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus auditifs. Bon, c'est une des raisons, mais aussi différents moyens parce que justement, on va vouloir aussi combiner différentes stratégies de diffusion. Donc, en fonction de nos stratégies de diffusion, parfois, la capsule vidéo va être plus pertinente. Parfois, ça va être par webinaire. Parfois, ça va être par des profils ou des affiches scientifiques qui vont être vulgarisées, qu'on va pouvoir atteindre le public. Donc, l'idéal, c'est vraiment de combiner ces différents moyens-là.
Et finalement, il faut évaluer le transfert des connaissances et mesurer l'impact. Parce que dans les faits, on peut bien dire, bon, ben j'ai fait mon travail, j'ai impliqué les gens, j'ai transféré l'information, je l'ai fait de façon attrayante, simple, accessible. Mais comment on va vraiment pouvoir évaluer s'il y a eu un transfert des connaissances si on ne met pas en place une méthodologie qui nous permet de justement recueillir leur point de vue, à savoir est-ce que c'était accessible effectivement? On ne peut pas se prendre pour acquis que parce qu'on a mis les moyens en place, le transfert des connaissances a eu lieu. Donc, dans les prochaines diapos, je vais vraiment concentrer davantage sur justement l'aspect des moyens de la diffusion puis de l'évaluation, le transfert des connaissances. C'est sûr que ça reste quand même en surface, mais je vais vous donner des ressources qui permettent vraiment d'aller plus en détail là, pour comprendre ces stratégies-là. Alors, les moyens. Une fois qu'on décide, est-ce qu'on utilise une capsule, un profil, est-ce qu'on fait un forum, etc., eh bien là, on va aller plus spécifiquement dans la création du contenu. Et donc, on va s'assurer que notre contenu scientifique, nos résultats principalement, bien, on va les simplifier puis on va les contextualiser. Alors, c'est important d'utiliser un langage qui est simple et attrayant, d'avoir des phrases courtes et punchées, et puis de cibler c'est quoi les messages clés. Donc, en fait, les messages clés, on va les mettre en évidence. Par exemple, on a une affiche scientifique qui va avoir plusieurs couleurs et tout, mais les mots qu'on veut mettre en évidence, on peut les mettre en gras, on peut les mettre dans un autre caractère, on peut les souligner. Donc, c'est vraiment important que les messages que nous, on veut transmettre, on les mette en évidence comparativement au reste. Donner des exemples. Donc, si par exemple, je vais partir de mon étude, j'ai développé dans le cadre du travail un outil d'évaluation de la qualité de vie, mais qui vise aussi une concertation entre les différents soignants qui sont par exemple psychologues, infirmières, médecins, etc. Donc, ce qui est important, c'est que c'est pas simplement de leur donner l'outil. Il faut qu'il y ait un travail d'implantation qui soit fait, puis il faut un peu les former à l'utilisation de cet outil-là. Donc, c'est bien beau leur dire, voici l'outil, voici comment il fonctionne, mais ce qui est aidant, ce serait de donner un exemple. Donc, voici un exemple où l'outil a été complété et ce que ça donnerait. Donc, déjà là, eux, ça leur permet de mieux intégrer cette information-là et donner un exemple sur quand ils vont être amenés à l'utiliser eux-mêmes. Ils vont pouvoir se référer à cet exemple-là. La reformulation, les analogies, aller chercher un vécu qui est commun, c'est essentiel. Je vous dirais que c'est un peu un des outils qui est au cœur de la vulgarisation scientifique. Donc, on ne vise pas seulement à résumer, on vise à reformuler justement en langage simple et attrayant. On vise à apporter certaines analogies. Donc, je vais vous donner comme exemple tantôt qu'il y a ma thèse en 180 secondes. Donc, c'est des étudiants qui doivent traduire leur thèse en présentation orale en 180 secondes. Et souvent, vous pourrez l'observer si vous allez voir les vidéos. Ils vont utiliser des analogies, des comparaisons pour pouvoir justement simplifier leur concept. Donc, j'ai une personne en tête où est-ce qu'elle parlait de la division cellulaire au niveau des yeux. Je ne suis vraiment pas spécialiste dans ce domaine-là, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour expliquer qu'il y avait des divisions qui étaient faites de façon horizontale et de façon verticale, bien, elle avait une pomme dans les mains qui était coupée, puis elle a pu bien comparer c'est quoi le type de division qui est fait et de la façon que ça va se multiplier par la suite. Donc, c'est de faire des analogies avec des aspects ou des exemples qui sont simples, qui vont permettre de bien comprendre l'explication. Et d'aller chercher un vécu commun, eh bien, ça permet justement au public cible de se sentir concerné. Donc, nous, dans le cadre du projet, on va faire des fiches profil chercheur dans lesquelles on veut se distancer un peu du profil chercheur académique. Bien sûr, ça c'est un mot-clé, se distancer de l'aspect académique parce que justement, on veut vulgariser. Et donc, dans le cadre de ces fiches-là, on va créer des vignettes cliniques. Donc, aller chercher une histoire qui est partie du vécu du chercheur au moment où il était sur le terrain et qui est en lien avec ses résultats de recherche. Donc, automatiquement, on va aller chercher de l'intérêt, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, du public cible, pour qu'il puisse lire l'histoire et se reconnaître peut-être dans son vécu, mais aussi comprendre que le chercheur a une compréhension de son vécu puisqu'il l'a vu sur le terrain. Donc, c'est un peu ça, là, aller humaniser la recherche. Expliquer le concept,
le contexte, excusez-moi. Donc, expliquer le contexte, ben, c'est un peu justement aller répondre à la curiosité des gens. Quand on parle de la population générale, ben, ils ne sont pas nécessairement allés sur le terrain faire de la recherche. Il y en a certains qui vont s'imaginer dans les laboratoires où est-ce qu'il y a seulement des éprouvettes puis que c'est ça la recherche, alors qu'il y a de la recherche terrain qui est tout à fait différente. Donc, de pouvoir expliquer le contexte, où est-ce que ça se passait, qui était impliqué et tout, ça permet justement aux gens de pouvoir mieux imager l'étude. Et donc, faire des compromis. J'ai indiqué résultat à côté parce qu'en fait, effectivement, quand on veut vulgariser, le compromis qu'on a à faire, c'est pas nécessairement, c'est pas sur la rigueur, mais c'est sur le fait qu'on va donner beaucoup moins de détails, notamment sur la façon que la méthodologie a été faite. Donc, on va parler de la méthodologie en la contextualisant davantage qu'en donnant tous les détails qui sont plus associés à la méthodologie quantitative et qualitative. Et on va vraiment axer sur les résultats de notre recherche. C'est ça qui suscite l'intérêt. Et donc, en plus de mettre en place ces indicateurs-là, eh bien, on va chercher à divertir. Donc, on va mettre de la couleur, on va mettre des images, on va essayer d'engager l'imagination. Donc, c'est-à-dire que par les exemples qu'on va donner ou par le contexte qu'on va mettre, on veut que dans leur imagination, ils soient capables un peu d'avoir des images, de se représenter ce contexte-là. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que l'outil par excellence, c'est le storytelling. En fait, le storytelling, ça vise vraiment à prendre son étude et essayer de la communiquer de façon à raconter une histoire. Donc, on veut vraiment que ça implique justement les chercheurs comme étant les personnages humains qui font partie de l'étude et qu'on est parti à la recherche de réponses et donc on a trouvé des réponses et que là, c'est important de leur transmettre. Donc, il y a vraiment le fait de raconter l'histoire et d'utiliser justement les analogies, les exemples pour pouvoir la compléter. Et donc, quand je vous disais tantôt qu'on a le profil chercheur dans lequel on va mettre une vignette clinique, bien justement, on cherche à raconter un peu une histoire associée aux résultats de recherche pour pouvoir la rendre plus accessible. Donc, des exemples de vulgarisation scientifique, on est entouré, je vous en ai mis 3 ici, qui ont des modes de diffusion qui sont distincts. Donc, le pharmacien qui va utiliser autant les bandes dessinées que d'avoir une émission télévisée dans le but de pouvoir vraiment vulgariser différents concepts dans son domaine. Il y a ma thèse en 180 secondes, justement, qui vise à favoriser l'utilisation de la vulgarisation scientifique auprès de la relève. Donc, on invite les étudiants à présenter leur thèse en 180 secondes et à utiliser les principes de la vulgarisation scientifique. Donc, c'est vraiment des présentations en présentiel qui sont faites devant un auditoire, mais de façon vulgarisée. Et on peut faire notamment des revues aussi qui sont à visée de vulgarisation scientifique. Donc, j'ai l'exemple ici qui est Mammouth Magazine qui parle du stress humain, là, qui est réalisé par le Centre des études sur le stress humain. Donc, pour nous, les prochaines étapes, on va se concentrer sur l'information puis l'interaction. Donc, dans le but de pouvoir créer notre contenu avec les outils que je viens de vous dire, on revient à la base. Donc, je dois identifier c'est quoi les recherches qu'on veut pouvoir transmettre. Donc là, vous êtes plusieurs membres chercheurs au sein du RQSPAL. Donc, il y a un travail d'identification des connaissances qu'on veut transmettre. Et donc, ça doit s'arrimer avec les besoins, justement, de la population générale. Donc, nous, on a établi, on est en train de travailler sur un sondage pour sonder c'est quoi les thématiques qu'ils aimeraient qu'on aborde et qu'on vulgarise. Et ensuite, revenir aux connaissances qu'on a et créer, justement, différents contenus via, on a décidé des profils de chercheurs, via des capsules vidéo qui ont déjà été débutées par le RQSPAL, pas dans le cadre du projet Dialogue, mais il y a déjà quelques vidéos dans le but de mieux définir et rendre accessible la définition, entre autres, des soins palliatifs et de la fin de vie. Ça doit être souvent une question que vous entendez là, dans votre entourage. OK, mais c'est quoi la différence entre les soins palliatifs et la fin de vie? Puis pourtant, c'est vraiment des concepts qui sont bien essentiels et à différencier et à comprendre. Et en plus des capsules vidéo, on vise à, comme je vous ai dit tantôt, avoir un forum pour avoir une interaction directe. Donc oui, je vous parle de l'implication, mais l'interaction directe, elle est aussi importante. Elle va donner justement un sentiment que les chercheurs sont accessibles
et puis le public cible va se sentir concerné. Donc, nous, on a décidé de mettre en place ces 3 modalités-là pour pouvoir justement vulgariser scientifiquement le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie. Et bien sûr, on va diffuser le tout via nos plateformes Facebook, Twitter, YouTube, l'infolette et le site web du RQSPAL. C'est important qu'il y ait autres plateformes que l'infolette et le RQSPAL parce qu'elles sont surtout ciblées auprès des membres du réseau. Donc, c'est pour ça que par les réseaux sociaux, on vise à atteindre un public qui est plus large. Maintenant, évaluer le transfert des connaissances. Bien, en fait, ce qui est important pour évaluer le transfert des connaissances, c'est justement d'aller sonder la population qu'on a ciblée. Donc, en leur posant différentes questions, ça peut être par sondage, en faisant des entrevues en 1 à 1, en allant observer, notamment quand je vous parlais des soignants sur le terrain, on pourrait aller observer, est-ce qu'ils mettent en place, est-ce qu'on voit qu'ils ont intégré les pratiques qu'on leur a transmises en lien avec nos résultats de recherche. Ça peut être par des focus groups, par des études qualitatives à ce sujet-là. Et donc, ce qu'on va évaluer, c'est, via notre diffusion d'informations, est-ce qu'il y a de la visibilité, combien qu'on a vu, combien il y a de participants qui étaient présents. Et dans les questions qu'on va leur poser, c'est plus à savoir, est-ce que vous avez considéré que c'est accessible l'information, facile à trouver? Est-ce que vous avez bien compris? Mais on ne va pas juste leur demander s'ils ont bien compris, on va leur poser des questions en lien avec les connaissances qui ont été transmises afin de savoir s'ils les maîtrisent. On va vérifier l'utilisation, c'est quoi les changements dans le milieu qui ont été mis en place et c'est quoi le degré de satisfaction vis-à-vis les modalités de transfert d'informations. Et donc, tout ça nous permet en fait de voir est-ce qu'il y a une adéquation entre nos objectifs, les besoins de notre public cible, puis les moyens qu'on a utilisés. Et donc, ça, c'est un processus qu'on doit faire, l'évaluation du transfert des connaissances de façon fréquente, à différentes étapes, pour justement évaluer est-ce que c'est adéquat notre façon de faire? Est-ce que, par exemple, nous, une fois qu'on va avoir envoyé le premier profil chercheur, bien, on va évaluer ces éléments-là, puis si on voit que ça ne suscite pas du tout d'intérêt, que c'est même pas accessible et tout, bien, on va devoir le modifier. On ne va pas continuer dans la même lignée. Donc, c'est pour ça qu'on revient à la base. On modifie et on réévalue. Donc, c'est un processus qui est dynamique et qui doit être fait fréquent. Donc, en bref, ce qu'il ne faut pas faire, c'est présenter selon un format standard d'article scientifique. Donc, il faut essayer de sortir un peu là, de la case introduction, méthodologie, résultats, connaissance, discussion, puis conclusion. Donc, comme je vous disais, on va essayer vraiment plus d'aller chercher les résultats, les mettre en évidence, raconter une histoire, les contextualiser. Il ne faut pas s'en tenir au résumé de l'étude. Donc, on va justement reformuler certains points et ne pas s'en tenir justement là, à un résumé qui est plus académique. Si on n'adapte pas le vocabulaire, c'est pas gagnant. On ne va pas utiliser une seule modalité d'information. Comme je vous disais, c'est vraiment important de diffuser à différents endroits et d'utiliser plusieurs modalités pour pouvoir favoriser le transfert des connaissances. Puis ça revient au même dernier point, là, simplement diffuser l'information ne suffit pas. Parce que, comme que je vous disais, il faut aller voir justement en évaluant est-ce que c'est utilisé. Donc, si on fait juste diffuser, on ne suscite pas l'intérêt. Alors que si on implique le public cible dès le départ sur leur intérêt, notamment leurs besoins et tout, bien là, justement, on va avoir un travail de collaboration qui va être beaucoup plus efficace et qui va permettre le transfert des connaissances. Donc, en gros, je vous ai résumé ce que je vous ai dit précédemment. On va commencer par cibler les connaissances à transférer, identifier notre public et l'impliquer. On va reformuler, raconter une histoire, utiliser le storytelling. On va essayer de divertir parce qu'on peut raconter une histoire, mais si c'est sur un papier blanc avec juste du texte, ça ne va pas aller susciter l'intérêt. Donc, c'est important de chercher à divertir également. On va multiplier les moyens et puis on va évaluer le transfert des connaissances. Donc, c'est un processus qui est dynamique, puis il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, ici, on vous a mis des ressources qui sont sur lesquelles nous, on est allé chercher des informations, mais qui sont déjà des sites
qui travaillent dans le contexte de la vulgarisation scientifique. Donc, déjà là, on se retrouve sur leur page web, puis c'est très accessible, c'est attrayant. Et il y a même, avec l'équipe Renard, des formations gratuites sur le transfert des connaissances, sur la vulgarisation scientifique qui est fait par vidéo, des capsules vidéo qui ne sont pas très longues. Donc, on vous invite à vraiment aller vous informer sur ces sites-là. Donc, on vous a mis les références ici. Ça, c'est les références de la diapo et les références des images utilisées. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est sûr que c'est un bref aperçu, mais j'espère qu'on a pu, par cette présentation-là, un peu susciter votre intérêt à utiliser la vulgarisation scientifique, mais surtout aussi susciter votre intérêt à participer à notre projet. C'est sûr que nous, en tant qu'équipe, on va vous solliciter parce qu'on veut justement pouvoir mettre de l'avant vos résultats de recherche, vous impliquer puis travailler en équipe là, avec les étudiants du comité. Donc, je suis maintenant disponible